18h ici à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Antoine Galen. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal en français facile. Les autorités congolaises ont transféré 15 prisonniers de l'AFC M23, groupe qui combat l'armée de RDC depuis plusieurs années. C'est une première en République démocratique du Congo, opération réalisée par la Croix-Rouge en pleine épidémie d'Ebola. De nouvelles attaques des Houthis au Yémen contre les forces gouvernementales. Le groupe rebelle soutenu par l'Iran avait déjà lancé hier son offensive la plus meurtrière depuis 4 ans. 58 soldats avaient été tués. Ce matin, ils ont mené 2 nouvelles offensives dans des zones tenues par l'armée soutenue par l'Arabie Saoudite. 3 soldats et 2 civils ont été tués. Et puis en football, c'est au tour de la fédération norvégienne de demander la démission de Gianni Infantino. Le président de la FIFA est très critiqué depuis l'échec de son plan d'ouverture de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Un projet qui avait fait réagir la CONCACAF et l'UEFA. Selon un expert, cette fronde européenne est très stratégique, vous l'entendrez. C'est une première en République démocratique du Congo. La nuit dernière, des prisonniers ont été rendus au groupe armé AFC M23. Ce groupe qui combat l'armée du pays depuis plusieurs années. Une première qui était attendue dans le cadre d'un processus de paix. Ce transport de prisonniers a été fait par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. L'opération a été difficile car il a fallu traverser l'Ouganda en pleine épidémie de la maladie Ebola. Précision de Passion Ligodi. Il y a presque un an, le gouvernement congolais et les groupes rebelles AFC M23 ont signé un accord de paix. Cet accord s'appelle l'accord de Doha, du nom de la ville où il a été signé au Qatar. L'an dernier, une organisation humanitaire, le CICR, avait déjà transporté des soldats de l'armée congolaise. Ces soldats étaient bloqués dans la ville de Goma, contrôlée par les rebelles. Ils ont été amenés vers Kinshasa, la capitale du pays. Mais depuis l'accord de Doha, aucun prisonnier n'avait encore été rendu à l'AFC M23. C'est la première fois jusqu'à cette nuit. Un convoi de voitures a quitté la ville de Beni hier soir. Beni se trouve dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu. Le convoi a roulé toute la nuit. Il est même passé par le pays voisin, l'Ouganda. Et ce matin, le convoi est arrivé dans la zone appelée Rutshuru, qui est contrôlée par les groupes armés AFC M23. C'est là que les 15 prisonniers ont été rendus au mouvement rebelle. Mais les transports a été difficiles. Il faut rappeler qu'en ce moment, il y a eu une épidémie de la maladie Ebola dans la région. C'est une maladie grave et contagieuse. Une ambulance a suivi les convois au cas où quelqu'un tombait malade. Il reste encore d'autres prisonniers qui pourront bénéficier d'autres opérations du même type. Un patient Ligodi et en République démocratique du Congo, selon les données du gouvernement, le nombre de cas confirmés d'Ebola a dépassé les 4000. Faute de vaccins contre un nouveau variant, les experts de l'Organisation mondiale de la santé recommandent d'évaluer dans un essai clinique le vaccin Ervebo, seul vaccin homologué contre le virus. Direction le Moyen-Orient où l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie ont conclu un pacte de défense. Toute attaque contre l'un de ces 3 pays entraînera des représailles de leurs partenaires. Voilà en quoi consiste cet accord dans un contexte où les États-Unis sont perçus comme un partenaire de moins en moins fiable. Message également envoyé à l'Iran qui a régulièrement visé l'Arabie Saoudite ces dernières semaines. L'Arabie Saoudite, justement, qui fait face à de nombreuses attaques des Houthis. Ces rebelles yéménites soutenus par l'Iran ont fait 11 blessés hier. Dans la même journée, les Houthis ont également lancé au Yémen leur offensive la plus meurtrière depuis 4 ans. 58 soldats yéménites ont été tués dans la province de Marib. Et ce matin, ils ont mené 2 nouvelles attaques dans des zones tenues par l'armée soutenue par l'Arabie Saoudite. Bilan, 3 soldats tués et 4 blessés. Précision de Guilhem Delteil.
C'est une fois encore dans la province de Ma'arib que les Houthis ont lancé une nouvelle attaque ce vendredi. Des missiles et des drones suicides, ces objets volants sans pilote et chargés d'explosifs, ont visé une base militaire. Mais des bombardements ont aussi touché des quartiers d'habitation et des camps accueillant des personnes déplacées. La province de Ma'arib avait aussi été l'une des cibles des attaques d'hier. Elle plonge à nouveau dans une violence qu'elle a déjà connue. Ma'arib est en effet une province stratégique. Elle était la dernière contrôlée par les forces gouvernementales dans la partie nord du pays. Elle est aussi une province riche avec des ressources en pétrole et forces gouvernementales et Houthis s'y sont combattus en 2021 jusqu'à la trêve l'année suivante. L'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite accusent les Houthis de vouloir en prendre le contrôle et promettent de répondre. Mais pour le mouvement rebelle, c'est Riyad qui a causé cette confrontation. Il affirme que l'Arabie saoudite a renforcé les troupes gouvernementales dans la province de Ma'arib, une décision inacceptable pour lui. Guilhem Delteil, direction l'autre côté du globe avec cette réconciliation entre le Mexique et le Pérou. Les deux pays viennent de rétablir leurs relations diplomatiques. Elles avaient été rompues en novembre dernier par Lima. Le Pérou n'avait pas apprécié que le Mexique accorde l'asile politique à l'ex-première ministre péruvienne Betsy Chavez. Elle s'était réfugiée dans l'ambassade du Mexique à Lima et le Pérou avait dénoncé une ingérence. Aujourd'hui, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé que Betsy Chavez était partie pour le Mexique à bord d'un avion militaire. L'actualité dans la région, c'est aussi en Colombie où le nouveau président doit prendre ses fonctions aujourd'hui. Abelardo de la Espriella va prêter serment à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie. Ce représentant de la droite dure a promis de négocier le désarmement de toutes les organisations impliquées dans le narcotrafic et de se rapprocher de Washington. Le président sortant de gauche, Gustavo Petro, de son côté, a renoncé à participer à la cérémonie. Après sa courte défaite aux élections de juin dernier, son camp appelle à des manifestations dans les principales villes du pays. Lui sera bien présent à l'investiture du président colombien. Il s'agit de Gianni Infantino. Le président de la FIFA vient de vivre une semaine marquée par les attaques de nombreuses fédérations en raison de sa volonté d'ouvrir la Coupe du Monde aux investisseurs privés. Un projet finalement annulé après la fronde de nombreuses fédérations, dont l'UEFA et la CONCACAF. Aujourd'hui, c'est au tour de la fédération norvégienne de demander la démission de Gianni Infantino. Il n'a pas la confiance institutionnelle nécessaire pour diriger la FIFA de manière stable. Voici les mots de la présidente de la fédération norvégienne. Décryptage de Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business. Il insiste sur le poids de l'UEFA dans l'opposition à Gianni Infantino. Les voix s'achètent. La fédération argentine a publié un communiqué pour dire qu'elle continue à soutenir Gianni Infantino. Et pour cause, l'organisation de la fédération argentine, elle est actuellement dans l'œil du cyclone également par rapport à des problèmes de fiscalité et un mécanisme de financement avec la FIFA qui est discutable. Et donc, toutes les fédérations qui ont un besoin économique d'un soutien de la FIFA vont soutenir Gianni Infantino. Donc, on le retrouve beaucoup en Afrique. Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business, il était au micro de Paul Loncin-Spinelli. Et de son côté, la Confédération africaine de football a réaffirmé hier à l'unanimité son soutien au président de la FIFA. Et puis, quelques mots de cyclisme avec le Tour de France Femmes. Katarzyna Niewiadoma vient de s'imposer au sommet du Mont Ventoux. Cette victoire lors de la 7e étape du Tour permet à la Polonaise de décrocher le maillot jaune, synonyme de première place au classement général. La gagnante du jour compte désormais 15 secondes d'avance sur Demi Vollering et 39 secondes sur Marlène Rosser.
RFI, bientôt 18h passées de 10 minutes, ici à Paris, 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition et retranscription à retrouver sur notre site internet.